Bonjour à toutes et à tous. Merci Marc pour cette invitation. Donc effectivement, on va examiner le cadre du secteur aérien et maritime qui, de fait, ça a été dit par Marc, est un des plus difficiles à décarboner. Donc ça rend intéressant l'exercice. Et l'exercice que je vais vous proposer, c'est de voir si on peut construire une trajectoire raisonnable avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour, c'est-à-dire en faisant un certain nombre d'hypothèses qu'on pense raisonnablement réalistes. Et ça permettra surtout d'examiner, chemin faisant, le long de cette trajectoire, l'ensemble des défis qu'il faut aborder. Ça reprendra beaucoup de points qui ont été adressés par Marc, mais dans cette idée de, à chaque fois, régler au plus juste un certain nombre d'hypothèses pour construire finalement une trajectoire entre les difficultés. Et on va voir où ça peut nous mener. Alors, la première chose... Premier sujet dimensionnant, qui n'est pas de l'ordre de la technique, qui est de l'ordre des choix de société, ça reprend des résultats que Marc montrait, c'est le trafic aérien et maritime et son évolution. Et je voudrais vous faire sentir à quel point il y a vraiment un vrai choix de société, parce que quand vous regardez la figure de droite, elle est relative à la progression du trafic maritime. En 20 ans, c'est un morceau de notre vie ici, à nous tous. En 20 ans, le trafic maritime a été multiplié par 2. Et ça, c'est le résultat de la mondialisation. Et les porte-conteneurs et autres navires du même acabit, c'est le sang qui irrigue nos sociétés aujourd'hui. C'est pas anodin. Il faut vraiment des évolutions de société pour faire changer ça. Dans le même temps, toujours depuis 20 ans, le trafic aérien a cru de presque un facteur 3. Et ça, c'est un autre mot-clé. C'est la démocratisation du trafic aérien, le tourisme, etc. Et il y a quelques jours, je préparais ces planches et IATA, qui est l'Association internationale du transport aérien, publiait le bilan 2025 et la perspective 2026. Et la perspective 2026. Eh bien, on n'est pas en train de ralentir. Et là, c'est le petit encart que vous voyez en haut à droite. C'est que les perspectives pour 2026, c'est un accroissement du trafic aérien de 4%. Alors, pour vous donner une idée de ces chiffres, si on maintenait une croissance de 3% par an, ça veut dire en 2050 2 fois plus d'avions qu'en 2025. Voilà, je marque un silence là-dessus parce que, évidemment, il n'est pas question qu'avec des solutions techniques, on se batte contre ça. Il va bien falloir qu'à un moment donné, ces courbes s'infléchissent d'une manière ou d'une autre. J'aime bien ce chiffre, 5 milliards de passagers en 2025. C'est pas anodin. Alors, sur la courbe de gauche, on voit quand même quelque chose d'intéressant, c'est que la courbe noire, donc la courbe rouge, ça représente l'évolution du trafic, la courbe noire, c'est l'évolution des émissions. Et vous voyez qu'elle croît, ça c'est la bonne nouvelle, elle croît beaucoup moins que l'évolution du trafic. Ça vient de quoi ? Ça vient du fait que depuis leur création, ce n'est pas seulement depuis 20 ans, mais depuis 40 ans, l'aviation n'a de cesse que d'améliorer ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie nécessaire pour faire voyager les gens. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des progrès technologiques très significatifs, mais qui sont absorbés négativement par l'augmentation du trafic. Une première question, c'est est-ce que ces progrès vont continuer ? La réponse, c'est plutôt oui. Donc, j'ai pris des images du motoriste franco-américain Safran. À gauche, vous avez le moteur qui est en train d'équiper progressivement l'ensemble des avions du type A320. Et rien que ce réacteur permet d'économiser 15%, c'est quand même très significatif. Et à droite, vous avez quelque chose, toujours du même motoriste Safran, mais qui relève des bureaux d'études, qui vous dit un peu ce que pourraient être les réacteurs de demain. Vous voyez que la différence qu'on a enlevé, la différence pour les gens qui regardent de l'extérieur, on a enlevé le carénage extérieur, donc la soufflante est apparente, donc peut-être que demain on aura des avions avec des soufflantes apparentes comme ça. Et là, les perspectives d'économie d'énergie, c'est 20%. Donc, on peut se féliciter de cela. Le progrès technologique aide à l'efficacité énergétique. Mais même si on est dans une vision optimiste où tout ça une vision quand même qui est réaliste, même si tout ça se concrétise, on aura peut-être une trentaine de pourcents d'efficacité énergétique dans les avions de la génération à venir par rapport à la génération passée. Mais 30%, ça ne résout pas tout notre problème. On a encore 70% du problème sur les bras. Et c'est pour ça qu'il faut passer au carburant durable. Et
je voudrais insister sur le fait que la notion de carburant durable répond en fait à deux objectifs dans le cahier des charges. Le premier, c'est d'apporter une grande densité de puissance et d'énergie. On ne souligne jamais ça suffisamment parce qu'il y a toujours des bonnes idées, des avions électriques, des choses comme ça. Oui, peut-être pour des petits avions court-courrier, mais 80% des émissions de CO2, c'est le transport international. C'est le transport long-courrier lourd. Donc c'est ça le grand sujet. Et là, quand vous regardez à gauche, vous avez la photo d'un A350 et la photo d'un porte-conteneur récent de notre compagnie CMA-CGM. Eh bien, vous voyez que les puissances de ces engins, c'est 65 MW pour l'un, 80 MW pour l'autre. Alors peut-être que des mégawatts, ça ne parle pas dans l'expérience courante, mais c'est l'équivalent de 1000 voitures de 100 chevaux. Voilà, quand vous prenez l'avion, c'est 1000 voitures de 100 chevaux que vous avez sous le capot. Et donc ça, vous sentez bien qu'il vous faut un carburant et une motorisation adaptée à ça. Et en fait, globalement, pour le maritime, il y a peut-être une petite alternative, mais elle ne changera pas, elle s'inscrit dans la même logique. Globalement, en fait, on n'a rien de mieux que les hydrocarbures. La deuxième ligne du cahier des charges, c'est qu'on veut décarboner. Donc on a cette phrase tout à fait étrange, c'est qu'on veut décarboner des hydrocarbures. Ça paraît tout à fait déraisonnable, mais en fait, la réponse, elle est sur l'image de droite, où vous avez le rappel du concept de l'économie circulaire, c'est-à-dire que les avions et les bateaux émettent du CO2 pendant qu'ils volent. Ce CO2 est récupéré par la biomasse ou des moyens technologiques, et moyennant le fait de remettre de l'électricité dans tout ça, parce qu'il faut bien rehausser le niveau énergétique, vous refaites des carburants, et tout ça, vous avez, en fait, quand on dit décarboner, en fait, on fait un bilan carbone net zéro, proche de zéro. Donc voilà comment on va faire. On va chercher à produire des hydrocarbures dont le bilan net est proche de zéro parce qu'on rentre dans cette économie circulaire du carbone. Alors on a besoin d'un peu de vocabulaire dans cette affaire. À droite de la planche, vous voyez les carburants. Comme l'a dit Marc, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est le prototype, un peu le paradigme du carburant. C'est la chaîne linéaire, CH2, 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 même si c'est plus compliqué. Alors, pour arriver à faire ces carburants de manière sans utiliser de fossiles, on va d'abord considérer les biocarburants. Et alors, dans le cas de l'aviation, je reviendrai sur ce point, on va prendre les fruits bas de l'arbre d'abord. Qu'est-ce que c'est les fruits bas? C'est les solutions les plus simples. Et alors, la solution la plus simple, c'est d'utiliser les huiles usées, les graisses animales. Donc, en une dizaine d'années, on est passé du moment où ces graisses animales, ces huiles usées étaient en fait un déchet où les gens payaient pour s'en débarrasser. Maintenant, c'est coté en bourse parce que c'est une ressource. Et de fait, ça permet de faire, c'est la solution la plus simple pour faire des biocarburants, mais avec une limitation évidente, c'est qu'on n'en a pas assez. Mais en tout cas, déjà, Total Energy optimise ses raffineries pour produire ces carburants dans la voie qu'on appelle oléochimique, pour rappeler que c'est à base d'huile. Alors, une fois qu'on a fait ça, comme ça ne suffit pas, il faut faire autre chose, on va faire des biocarburants à partir de la biomasse lignocellulosique. C'est un mot savant pour désigner en fait les résidus forestiers, les résidus agricoles et même des résidus urbains, avec un petit sujet quand même qui est dimensionnant. C'est le fait que, bon, là je rappelle la formule moyenne de la biomasse, c'est étrange de dire que toute la biomasse se résume dans une formule qui est évidemment une moyenne. Et en fait, ce que montre cette formule, c'est que vous n'avez pas le bon rapport hydrogène sur carbone. Dans les carburants, vous voyez à droite, en fait, le rapport hydrogène sur carbone, c'est 2. Il faut 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone. Ce n'est pas le cas dans la biomasse, et ça, c'est une conséquence importante, c'est que le rendement d'utilisation de la biomasse est de 50%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la moitié du carbone présent dans la biomasse que vous utilisez va rentrer dans le carburant, mais l'autre moitié repart dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et ça, c'est pas bien, parce que la biomasse, comme ça a été expliqué dans les rapports de l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies, c'est une ressource précieuse soumise à compétition d'usage, et donc il faut faire quelque chose pour avoir un rendement bien meilleur que ça. Et quand on a fini de parler de biomasse, il faudra faire les carburants de synthèse. Donc excusez-moi. Comme il faut corriger ce rendement de 50%, une solution, je vous ai dit que le rendement de 50% venait du fait qu'il n'y avait pas assez d'hydrogène. Une solution, c'est de doper la biomasse avec de l'hydrogène. Et là, on va parler d'ibiocarburants, c'est-à-dire de biocarburants dopés hydrogène. Et ça permet à ce moment-là d'avoir la bonne stoichiométrie et vous avez une bonne valorisation du carbone dans le carburant. Et lorsqu'on a fini de parler de biomasse, parce que voilà, on n'arrive pas à en trouver plus, etc., il faut produire les carburants de synthèse, donc les fameux e-carburants, et j'appellerai dans la suite électrocarburants tout ce qui concerne e-biocarburants et e-carburants.
Alors, cette planche, elle est compliquée, on ne va pas détailler tous les chiffres, mais elle est vraiment structurante. Elle structure en fait toutes les évaluations que je vais vous montrer dans la suite, parce qu'en fait, c'est la carte d'identité énergétique des différentes filières dont je parle là. Alors, la ligne numéro 1 au milieu, c'est la voie oléochimique avec les huiles usées. Ça, c'est du bonheur, parce qu'avec 1 million de tonnes d'huile usée, vous produisez à peu près 1 million de tonnes de carburant. Donc, on sent bien qu'entre une huile et un carburant, voilà, il y a une certaine proximité chimique qui fait que le rendement est très bon. La ligne 1', je la barre parce qu'elle a ce défaut de perdre la moitié du carbone, mais on peut corriger ça en rajoutant de l'hydrogène, c'est les biocarburants en haut, où là, vous voyez qu'il vous faut moins de biomasse, mais il vous faut de l'électricité, et dans des quantités qui ne sont pas du tout anecdotiques. Ce n'est pas un petit fifrelin d'hydrogène qu'il faut ajouter, il faut vraiment y aller massivement. Et la ligne de bas, c'est les e-carburants, où là, cette fois, il vous faut beaucoup d'électricité. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails de ces chiffres-là, mais c'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire quelques évaluations. Alors, la première question qu'il faut se poser, si on veut construire une trajectoire, c'est est-ce qu'on a les technologies? Alors là, je pointe 3 sujets qui nous semblent vraiment les plus critiques. Le premier, presque paradoxalement, c'est les électrolyseurs et l'hydrogène. Pourquoi paradoxalement? Parce qu'on entend tellement parler d'hydrogène qu'on pourrait finir par penser que tout ça est sur étagère. Ce n'est pas le cas. En France, on a quelques dizaines de mégawatts d'électrolyseurs installés aujourd'hui, et on verra dans la trajectoire que je vais vous illustrer qu'il faut arriver à une dizaine quasiment de gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2050. Donc on a 25 ans pour multiplier par 2 décades, par un facteur 100, la quantité d'électrolyseurs. Je ne connais pas de sujet, que ce soit en sciences physiques ou en technologie, quand vous devez multiplier par 10 et a fortiori par 100 quelque chose, vous savez que vous avez de l'inconnu en face de vous. Donc là, il y a un véritable enjeu que je qualifierais de critique, même s'il est vraiment... on y va, mais je ne sais pas à quelle vitesse. Et est-ce qu'on aura des technologies avec le niveau de flexibilité et de robustesse suffisante? Ça, c'est une question. Et puis, il y a la question du rendement. Aujourd'hui, le rendement d'électrolyse est à peu près de 60%, c'est-à-dire que quand vous regardez l'énergie contenue dans de l'hydrogène et que vous comparez l'énergie qu'il a fallu mettre en amont sous forme d'électricité pour le faire, vous avez un rapport du type 60%. Or, ce rendement est totalement critique pour le coût des carburants durables et il faut, à mon sens, impérativement atteindre 80%. Et l'entreprise Genvia, je vais en dire 2 mots dans la planche suivante, s'occupe de ça. Le captage du CO2, ça fait couler aussi beaucoup d'encre. Alors, il y a des parties faciles et des parties plus difficiles. La partie facile, c'est que utiliser de la biomasse pour capter du CO2, c'est la photosynthèse, et elle fait ça sans difficulté. Donc, on peut aussi s'intéresser au CO2 qu'on appelle biogénique, qui vient du fait que quand on brûle de la biomasse, ça crée du CO2. Ce CO2 n'est pas fossile puisqu'il vient de la biomasse, il est biogénique. Et puis, il y a un moment donné, tout cela ne suffira pas, on va voir ça, et il faut passer à la capture directe du CO2 dans l'air. Et là, c'est objectivement un des rares sujets dans cette thématique-là où on a effectivement un besoin de développement pour arriver vers des technologies plus mûres et qui puissent passer à l'échelle. Le dernier point qui paraît critique, ce n'est pas une brique technologique, en fait, ce n'est pas un composant, c'est l'intégration des composants. On n'insistera jamais suffisamment sur ce sujet, sur la nécessité de faire des procédés industriels à fort rendement qui maximisent le rendement pour minimiser la quantité d'électricité nécessaire finalement pour produire le carburant. Et donc, même quand vous utilisez les meilleures briques technologiques, il y a vraiment tout un travail à faire sur l'optimisation. Et ça a une conséquence, c'est qu'il faut impérativement apporter un soutien aux premiers projets. Les premiers projets sont forcément risqués, ils ne peuvent pas être portés que par le marché. Et là, il y a un enjeu pour les pays qui veulent développer ça, à soutenir des premiers projets qui, finalement, montent la courbe de maturité de tout cela. Alors, je reviens rapidement sur l'hydrogène, simplement en me focalisant sur un des aspects que j'ai cités, qui est le rendement. Donc, sur la partie gauche, vous voyez qu'en gros, pour produire 1 tonne d'hydrogène, il vous faut une cinquantaine de mégawattheures aujourd'hui avec les technologies actuelles. Et l'enjeu dans des nouvelles technologies à haute température, c'est qu'une partie de cette énergie, finalement, va être approvisionnée sous forme de chaleur. Alors, on pourrait se dire, finalement, qu'on ne gagne pas grand-chose, parce que, certes, on a moins d'électricité à fournir, mais il faut fournir de la chaleur. Oui, mais la beauté de la chose, c'est que si vous vous intéressez à la production de carburant durable, l'installation qui fait cela est productrice de chaleur. Et donc, vous pouvez reboucler votre chaleur. Concrètement, votre système d'électrolyseur produit de l'hydrogène. Ça rentre dans un réacteur de synthèse, par exemple Fischer-Tropsch,
qui lui va produire du combustible, mais en même temps qu'il produit du combustible, il produit beaucoup de chaleur parce que les réactions sont exothermiques. Et cette chaleur, il s'avère que quand on fait les calculs, est supérieure à la chaleur nécessaire pour alimenter les électrolyseurs. Et là, vous voyez vraiment une belle illustration du mot-clé dont je vous parlais, le mot intégration. Il faut intégrer tout un ensemble de briques technologiques pour arriver à minimiser l'éco énergétique, parce que toute la chaleur, qui est de toute façon fatale, elle est produite de toute façon par votre réacteur de synthèse, toute la chaleur que vous réinjectez dans l'électrolyse, c'est ça le moins d'électricité qu'il faut produire. Deuxième sujet, alors on ne va surtout pas regarder ce diagramme, mais c'est simplement pour vous dire que lorsqu'on veut finalement appréhender le rendement d'utilisation, le rendement de production des carburants durables, par exemple des carburants de synthèse, il vous faut étudier les procédés chimiques de base et les procédés industriels, et que la littérature allemande dispose de beaucoup de papiers de référence extrêmement détaillés qui vous donnent des choses. Donc, il y en a plus en Allemagne qu'en France, ça c'est un petit sujet, c'est vraiment des sujets qui nécessitent une investigation du point de vue système industriel. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces papiers? Là, je vous cite une référence sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est que le rendement d'une installation de production de carburant de synthèse pourrait monter jusqu'à 55%. Bon, mettons 50% pour simplifier. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est toujours la même histoire. Vous regardez l'énergie contenue dans votre carburant produit, vous divisez par l'énergie que vous avez été forcé de mettre à l'entrée, et vous tombez sur 50%. Dit autrement, il vous faut payer 2 fois plus d'énergie en entrée que l'énergie que vous récupérez à la sortie. Et ça, c'est douloureux. C'est très douloureux parce que vu qu'il faut produire des millions de tonnes d'énergie, c'est là que vous montez l'échelle des térawattheures nécessaires. Mais voilà, 50% c'est bien. Si on fait une installation comme ça aujourd'hui, on serait plutôt à 30% de rendement, et donc vous voyez tout de suite que le coût énergétique va devenir exagéré. Donc pour des premiers projets, ce n'est pas grave, mais il faut impérativement monter cette courbe de maturité technologique et industrielle pour atteindre finalement ce seuil de 50%, sachant que ce sera difficile d'aller au-delà. Alors, bonne nouvelle, des premiers projets existent. Donc là, je vous montre une photo fournie par Élise Énergie qui pilote un projet qui s'appelle Biotijet dans les Landes. Et je trouve intéressant parce qu'on voit qu'on n'est pas à l'échelle du laboratoire, quoi. C'est vraiment des sites industriels d'ampleur significative. En fait, c'est des raffineries auxquelles vous rajoutez un parc d'électrolyseurs de grande taille, sans parler du fait que dans certains cas, il faut traiter la capture du CO2 dans l'air, ou dans d'autres cas, il faut transformer la biomasse en syngas, en gaz de synthèse, etc. Donc voilà, c'est quand même des projets pas du tout anodins. Alors, cette planche contient beaucoup trop de chiffres pour qu'on la commente en détail, mais je vais attirer votre attention sur quelques points qualitativement. Le premier point, c'est que si on pense carburant de synthèse, on se met finalement au point le plus difficile du système, c'est la production de carburant de synthèse avec extraction du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce système-là, mais voilà, on a 3 grandes fonctions. La première, c'est de capturer le CO2. La deuxième, c'est la fonction électrolyse qui va apporter l'hydrogène, qui est en fait le vrai vecteur énergétique sous-jacent. Et la troisième composante, c'est juste une raffinerie, parce qu'il va falloir transformer, retransformer votre carburant jusqu'à ce qu'il ait la qualité qu'il faut pour faire du kérosène, etc. Alors, c'est intéressant parce que, premier point, sur la consommation d'électricité, on voit que c'est bien entendu l'électrolyse qui est le terme dominant. Donc, vous pouvez regarder les chiffres, mais enfin, je vous donne les résultats en pourcentage, c'est plus facile à comprendre. L'électrolyse, c'est-à-dire finalement un des 3 rectangles, c'est plus de 85% de l'électricité nécessaire à la production du carburant durable. Et c'est normal, puisque le but du jeu, c'est de mettre de l'électricité dans quelque chose qui sera un vecteur énergétique. Finalement, votre carburant, c'est le réservoir d'électricité que vous avez injecté. Et c'est l'hydrogène qui assure cette fonction-là, plus précisément l'électrolyse, parce qu'il faut aussi réduire le CO2. Et donc, 80% de l'électricité nécessaire, c'est bien dans la fonction électrolyse. Du coup, la fonction capture du CO2 dans l'air, qui, de fait, est très consommatrice d'électricité, consommera 7%, 7 à 10%. Donc, de fait, la capture du CO2 dans l'air est très consommatrice d'électricité, mais il faut regarder toujours les choses en relatif. Le terme principal, et de loin, c'est l'électrolyse. Deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le prix. Et c'est tout à fait dans les fourchettes que Marc a montré. Ça peut vraiment varier selon les hypothèses. Là, je me place à maturité technologique. Je fais l'hypothèse que j'ai l'électrolyse haute température, qu'elle fonctionne, avec des hypothèses de coût derrière tout ça, et on arrive à 4 500 € la tonne.
Alors, pris comme ça, comme on n'achète pas tous les jours des tonnes de kérosène, ça ne vous parle pas forcément. Mais si vous achetiez du kérosène fossile, le prix serait 1 000 € la tonne. Il y a 3-4 ans, il était à 500 € la tonne. Donc, vous voyez qu'on est dans le facteur 5. Voilà, tu as cité des chiffres plus importants, peut-être parce que ce n'était pas tout à fait à maturité technologique, mais il est difficile d'imaginer que ce soit mieux que ça. Parce que, comme toujours, les calculs théoriques sont toujours optimistes par rapport à la réalité. Donc, un facteur 5, ça sera quelque chose de compliqué pour les compagnies aériennes. Mais d'un autre côté, si vous vous souvenez de ma première planche avec l'évolution du trafic, il peut y avoir quelque chose de vertueux dans cette affaire, c'est que ça va induire une sobriété économique. Ça va augmenter le prix des billets. Et d'une certaine manière, ça pourra créer la sobriété dont nous avons besoin. Alors, avec tous ces éléments, on peut maintenant essayer de construire intellectuellement une trajectoire. Je vais prendre comme objectif, pour voir finalement si on y arrive, essayons d'aller jusqu'à décarboner d'ici 2050, ou presque décarboner. Je ne vais pas m'appuyer sur les règlements européens qui ont été cités par Marc, qui sont précis, et peut-être trop précis, parce qu'ils ne prennent pas en compte le détail de ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable, etc. Les ordres de grandeur seront les mêmes, on est dans la cible. Mais on ne va pas se poser le problème de la conformité à un règlement qui est de fait technocratique par définition. On va essayer de manipuler des hypothèses sur la réalité pour voir comment on peut se rapprocher, autant que faire se peut, des cibles que nous nous sommes données en Europe. Alors, je vais prendre le secteur aérien et maritime parce que finalement, ce que j'appelle trajectoire, c'est une vision assez système. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de la nature des carburants. C'est vrai que le kérosène, c'est que l'aviation. Le maritime a plus de choix dans ses carburants. Mais du point de vue énergétique, finalement, tout ça revient au même. Alors, en termes de sobriété, on va faire l'hypothèse d'une stabilité du trafic. Ce n'est pas une hypothèse infiniment agressive, mais compte tenu de la première planche que je vous ai montrée, c'est quand même une hypothèse volontariste, vue d'aujourd'hui. Et si on arrive à plus de sobriété, que ce soit par volonté politique, sociétale ou économique, eh bien, tant mieux, tout ce que je vous dis là sera plus facile à atteindre. On va admettre que l'efficacité énergétique moyenne de la propulsion est améliorée de 20%. Je vous ai dit que les avions de demain pourraient économiser 30%. Il y a d'autres pistes aussi d'optimisation de la trajectoire, etc. Donc ça, je pense que c'est assez réaliste. Mais en moyenne, parce qu'il y aura des avions vieux et des avions récents qui volent, on prend l'hypothèse de 20% d'efficacité d'énergie énergétique. Le rendement moyen de l'électrolyse, à partir de 2040, on va considérer qu'il est à 80%. Les deux dernières lignes concernent des objectifs qui sont moins techniques, peut-être plus politiques, sur lesquels je vais revenir. Quel est le ratio, finalement, domestique-importation ? Derrière tout ça, si je me pose la question de l'impact sur le mix électrique ou quoi que ce soit, c'est parce que je me pose la question d'installer ça en France. Mais en fait, on pourrait aussi se dire, on pourrait tout importer. Donc je vais revenir sur ce point qui est, à mon sens, tout à fait stratégique et important. Et puis, il y a les hypothèses sur la bioénergie qu'on reprendra un peu plus loin. Alors, sur l'importation versus production domestique, on est là sur un sujet stratégique, politique stratégique. Alors, il y a deux extrêmes là-dedans que je voudrais bannir. Il y en a un qui est assez naturel. L'idée qu'on puisse faire zéro importation n'est pas raisonnable du tout, parce que l'Europe, aujourd'hui, dépend de ses importations en énergie à hauteur de pratiquement 60%. C'est un peu moins en France grâce au nucléaire, mais voilà, on ne va pas passer ni en 10 ans, ni en 30 ans, de 60% de dépendance énergétique à zéro. Donc, toute personne qui vous dit, voilà, autant éviter toutes les importations, fait tout chez nous et on sera mieux dans une meilleure position, oui, intellectuellement, mais sauf que c'est une lettre au Père Noël. Voilà, on ne peut pas jouer à ça. Alors, plus compliqué, pourquoi on s'embêterait à produire chez nous et pourquoi ne pas faire 100% d'importation ? Alors ça, c'est un sujet qui mériterait déjà presque une discussion à part entière. Alors, il y a bien sûr des enjeux de sécurité, de souveraineté, mais je voudrais vraiment vous passer ce message à quel point il n'est pas raisonnable pour un pays avancé, industrialisé, avec un modèle social avancé, il n'est pas raisonnable d'abandonner toutes les positions sur tous les secteurs industriels. Et quand je dis que ce n'est pas raisonnable, c'est un understatement, comme on dit en anglais. Regardez ce qui se passe dans l'automobile, ne pas avoir les batteries, puisque les batteries viendront de Chine, fait que les producteurs de batteries ne vont pas s'embêter à vendre des batteries, ils vont vendre des voitures. Et vous tuez un secteur industriel, in fine.
si vous faites ça. Donc je vous laisse imaginer ce que serait l'avenir des ports et des aéroports français si 100% des carburants durables de demain venaient de pays, et là il ne faut pas se leurrer, ce sera sous domination chinoise ou autre. Voilà. Donc il y a un véritable enjeu derrière tout cela. Et donc dans la trajectoire que je vais vous proposer, je ne vous dis pas qu'on évalue la part domestique à 50%, je vous dis que c'est un objectif stratégique. Je le pose comme un objectif volontaire de dire 50%, en gros la moitié de la production doit être faite sur le territoire national parce qu'il y a des enjeux de balance commerciale, il y a des enjeux de richesse des territoires, il y a des enjeux d'emploi, etc. Par rapport à la balance commerciale, un petit calcul rapide, l'an dernier, le déficit de la balance commerciale, comme tous les ans, était surtout lié aux importations de produits pétroliers, 44 milliards d'euros quand même par an. Et là-dessus, 20%, c'est à peu près le maritime et l'aviation. Donc si je vous dis que le carburant coûte 5 fois plus cher pour une part qui est 20%, ben, ça veut dire que le 44 milliards d'euros deviendra 88. Enfin, voilà, je veux dire, il y a un moment donné, il faut assumer les choses et il faut qu'on produise nous-mêmes si on ne veut pas être et dépendant et économiquement fragilisé. Alors, toujours dans la trajectoire, j'ai besoin d'une hypothèse forte sur la biomasse parce que de fait, elle détermine, elle structure vraiment la trajectoire. Alors, un point important, c'est qu'en Europe, on s'interdit l'utilisation des cultures agricoles qui en fait servent aussi à l'alimentaire humaine et à la nourriture alimentaire humaine et animale. Donc ça, c'est un choix qui est vraiment un choix justifié, pour le coup, à long terme. On ne peut pas imaginer être dans un dilemme ou produire des carburants ou manger. Enfin, il y a quelque chose là-dedans, même éthiquement, de tout à fait discutable. Donc c'est le choix qui a été fait en Europe. J'ai souligné le mot Europe pour bien attirer votre attention que malheureusement, ce n'est pas le choix qui est fait ailleurs. J'ai re-regardé ces jours-ci, par acquis de conscience, ce qui s'écrit aux États-Unis dans les documents les plus récents. Il n'y a pas d'interdiction aux États-Unis et donc ils vont faire des carburants du type kérosène à partir d'éthanol qui vient du maïs, du soja, enfin, au milieu d'autres choses. Et une des raisons pour moi du nombre de projets sur les e-carburants qui est beaucoup plus faible aux US par rapport à l'Europe, pour moi est là, c'est qu'ils ont des fruits bas à ramasser, selon l'expression anglaise habituelle, qui est d'abord d'essayer de faire des biocarburants à partir de soja, de maïs, etc. Et là, ça pose un vrai problème de distorsion de marché qui est problématique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on investisse pour maîtriser les technologies d'avenir, mais si on n'a pas tous les mêmes règles du jeu, il y a une distorsion qui est pénalisante. Donc, pas de carburant 1G en compétition avec l'alimentaire en Europe. Ça, c'est fait. Après, sur les huiles usées, alors, bonne nouvelle, Total Energy et d'autres sociétés commencent déjà à en produire. C'est d'ailleurs les seuls SAF qui existent aujourd'hui, il faut être clair. Donc, c'est vraiment bien parce que ça permet au marché de démarrer. La question, c'est jusqu'où ça peut aller. Je pense que vous avez tous l'intuition qu'on ne mange pas suffisamment de nourriture huilée, pour ne pas parler de marques, etc., pour faire voler des avions. Et donc, voilà, dans le rapport de 2023 qu'avait produit l'Académie des technologies, on disait que ça pourrait saturer à 3% parce qu'on regardait plutôt l'approvisionnement national. Mais depuis, ça va très vite. Vu que la valeur économique de ces huiles ont monté, il y a beaucoup d'importations, d'après Voodoo, de Chine. Et il y a des sujets de traçabilité. C'est-à-dire que quand même, pour que ce soit vertueux, il faut que ce soit des vraies huiles qui ont servi à la nourriture. Voilà, et on a des doutes. J'avais essayé de calculer combien chaque Français peut manger de frites pour arriver Je ne suis pas sûr que la conclusion soit très diététique. Voilà, donc, bon, à la louche, on peut dire une dizaine de pourcents. Encore une fois, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est un début de solution. Et ça permet de mettre en place un marché, et donc c'est très bien, et il faut remercier les industriels qui font ça, mais il y a une limitation absolument évidente. Donc après, il faut arriver à ce qu'on appelle les carburants de deuxième génération avec la biomasse cellulosique, c'est-à-dire les résidus forestiers agricoles. Donc là, c'est compliqué de savoir un peu où on en est, mais voilà, on a des gisements de l'ordre de 40 à 60 millions de tonnes par an en France. Mais ce n'est pas sur ces chiffres que je voudrais insister, c'est sur les incertitudes substantielles, structurelles que l'on a sur la biomasse. Or, de nouveau, imaginez que vous êtes investisseur, vous avez besoin, si vous voulez lancer un projet de biocarburant, d'être sûr de votre approvisionnement sur les 20 à 30 ans qui viennent.
Et sur les 20 à 30 ans qui viennent, on va avoir à faire face à un truc qui s'appelle le changement climatique et qui crée déjà une incertitude systémique sur l'évolution de notre végétation, l'évolution des sols, l'évolution du régime hydrique. D'ores et déjà, depuis quelques années, c'est récent, le taux de mortalité des arbres a doublé. Donc voilà, il y a des questions de nature vraiment systémique là. Deuxième incertitude, on a, grâce au premier projet, un début de retour d'expérience sur le fait de monter des filières de collecte de la biomasse. Parce que vous voyez bien ce qui se passe, la biomasse c'est très bien, mais elle est partout, il faut la ramasser. Donc il y a tout un système à mettre en place. Et il s'avère que ce n'est pas facile et qu'un des retours d'expérience, c'est qu'il faut aller à 100 km, enfin sur un rayon, un disque de 100 km de rayon, et même c'est plus que ça, pour collecter 0,3 millions de tonnes de biomasse sèche. Comme vous verrez, on a besoin de 4 millions, c'est-à-dire 10 fois plus. En France, vous ne tracez pas beaucoup de disques de plus de 100 km de rayon. Donc là, il y a vraiment une incertitude substantielle de nature plutôt socio-économique. Dernière, incertitude majeure, qui est pour moi la plus complexe, qui ne peut pas être anticipée, c'est les choix politiques. On a des vrais débats difficiles entre des secteurs économiques qui se battent pour l'accès à la biomasse. C'est-à-dire que c'est de la compétition entre secteurs économiques. Il y a des compétitions d'usage entre les pellets de bois pour chauffer les gens, entre les papeteries, la collecte de biomasse pour faire des carburants durables. Et là, il est bien difficile de prévoir comment ça va tourner. En novembre-décembre 2023, le Parlement européen, à 15 jours d'intervalle, a augmenté les objectifs de décarbonation de l'aviation, et 15 jours plus tard, il débattait sur l'interdiction de la collecte des résidus forestiers. Voilà, ça devient compliqué. Et le dernier enjeu que j'ai cité, c'est un peu une surprise. Il n'y a pas longtemps, je faisais des exposés devant des corps sociaux dont j'étais persuadé qu'ils seraient intéressés par le côté réindustrialisation de mon propos. Et en fait, le débat a tourné sur le fait que ce n'est pas bien de collecter des résidus forestiers. Il y a une vision idéalisée de la forêt, alors qu'une forêt, ça se gère. Une forêt qui n'est pas gérée, ça brûle. C'est une catastrophe. Donc voilà. Donc il y a des perceptions sociétales aussi qui peuvent créer du frein sur l'accès à la biomasse. Donc avec tout ça, je vais maintenant utiliser ce 4 millions de tonnes de biomasse sèche comme un ingrédient de base de la trajectoire que je vais vous présenter, mais très honnêtement, c'est soumis à incertitude. Donc voilà l'épine dorsale, disons, de la trajectoire. On a à peu près cité tous les chiffres. On part d'une consommation en 2050 qui est à peu près la même que celle d'aujourd'hui, 10 millions de tonnes. Alors pourquoi 10 millions de tonnes par rapport à ce que montrait Marc? C'est que j'additionne maritime et aérien, mais donc c'est les mêmes chiffres. 20% d'efficacité énergétique, ça veut dire qu'on aurait besoin de 8 millions de tonnes de carburant bas carbone. Là-dessus, on fait l'hypothèse qu'on a atteint nos objectifs stratégiques d'industrialisation et donc la moitié est produite sur le sol national, donc on est à 4 millions de tonnes. Le reste, faudra imaginer qu'il y a un marché sur lequel on peut l'acheter. Est-ce que c'est une hypothèse forte? Pas vraiment, il y a une logique à avoir, c'est qu'en aucun cas, la France fera ses efforts si personne d'autre dans le monde le fait. Mais si tout le monde dans le monde le fait, alors à ce moment-là, il y aura un marché. Donc, il y a une cohérence entre le fait de vouloir faire quelque chose chez soi et le fait de faire l'hypothèse qu'on peut quand même acheter des carburants durables à l'étranger. Dernière hypothèse, c'est l'hypothèse des 4 millions de tonnes de la biomasse, plus le rendement de l'hydrolyse, etc. Et là, à partir de là, en bas de ce tableau, c'est des calculs mécaniques. C'est-à-dire qu'avec toutes les hypothèses que j'ai faites, ça implique qu'on aura 2 millions de tonnes de biocarburants et 2 millions de tonnes de carburant de synthèse, ce qui n'est pas très loin des chiffres que montrait Marc. Et pardon, j'oubliais l'essentiel, la cellule qui est en bas à droite, ça veut dire qu'il nous faut 75 TWh d'électricité à l'horizon 2050. Je vais revenir sur ce point-là. Alors, là-dessus, je vais vous demander, regarde, juste le schéma en haut à gauche, parce que j'ai observé que souvent, quand je présentais, les gens avaient l'impression qu'on pouvait substituer une voie à une autre. Non, il s'agit bien de toutes les additionner. Donc ce schéma vous dit qu'il faut bien sûr faire le maximum en voie oléochimique. Derrière, vous faites le maximum en biocarburant. Et après, vous faites le maximum en carburant de synthèse. Et tout ça doit s'additionner. Autrement, on n'y arrive pas. C'est comme assez souvent, quand on parle de décarbonation, les débats sont du type où on fait ça, et c'est faux. En fait, il faut faire et la solution oléochimique, et les biocarburants, et les carburants de synthèse. On va laisser tomber le tableau qui montre un peu les calculs pour se concentrer sur finalement la conclusion en rouge. C'est que je vous ai parlé de technologie, mais la deuxième condition pour faire des carburants durables, c'est bien sûr de disposer des intrants.
Alors je répète les intrants, 4 millions de tonnes de biomasse, 6 millions de tonnes de CO2, 75 TWh d'électricité, une dizaine de gigawatts d'électrolyse. J'ai mis en bleu quelques calculs sur l'eau pour dire qu'à l'échelle système France, ce n'est pas un souci, même si dans les débats locaux, c'est vraiment un souci dimensionnant, parce qu'il y a une perception, évidemment, il y a une très forte sensibilité sur l'eau, mais la consommation en eau de ces procédés est assez mineure par rapport à ce qu'on consomme par ailleurs dans le pays. La ressource CO2, pourquoi on a besoin de CO2 ? C'est quand on fait les carburants de synthèse. Alors là, ce qui est très important, c'est de voir un peu le chronogramme. Alors, en fait, on n'a pas besoin de carburant de synthèse avant 2035, c'est le tout début 2035, et la vraie croissance, c'est après 2040. Donc, on a un petit peu de temps pour y aller. Mais surtout, on sait qu'on va avoir un souci avec le DAC, donc je voudrais maintenant revenir sur le DAC, c'est-à-dire la capture du CO2 directement dans l'atmosphère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant d'avoir besoin d'aller extraire le CO2 dans l'air, donc je rappelle qu'il est à très faible concentration, 400 ppm, eh bien, il y a ce que vous voyez dans la deuxième ligne, c'est qu'il y a un intermédiaire qui est fort intéressant, qui est le CO2 biogénique. Donc je rappelle, le CO2 biogénique, ce n'est pas un CO2 fossile, c'est le CO2 que vous obtenez lorsque vous brûlez de la biomasse. Et actuellement, enfin brûlez ou vous transformez de la biomasse. Actuellement, en France, on a une vingtaine de millions de tonnes de CO2 biogénique produits chaque année. Par rapport au 6, on pourrait dire que c'est OK. Mais quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement, parce qu'il faut rajouter 2 critères. Si je veux faire une usine comme celle que je vous montrais sur une planche, il me faut des sources de CO2 concentrées. Or, par exemple, si vous prenez les méthaniseurs en France, dans nos campagnes, il y a beaucoup de méthaniseurs, mais sauf qu'en France, les méthaniseurs sont très dispersés, de petite taille, etc. Ils produisent du très bon CO2, c'est du vrai bonheur. Mais à ce moment-là, il me faudrait un réseau de canalisation, de transport du CO2 qui est exorbitant, puisque je suis face à des sources très dispersées. Deuxième critère qu'il faut prendre en compte, vous prenez par exemple les chaudières à biomasse. Beaucoup de réseaux urbains de chaleur sont alimentés par des chaudières à biomasse. Oui, mais il y a un petit problème, c'est que par définition, elles chauffent que 6 mois par an. Et si vous avez investi sur une grosse usine, vous ne voulez pas qu'elle fonctionne 6 mois par an. Donc on élimine tout ça et au total, on arrive à cibler les papeteries et les étalonneries comme 2 très bonnes opportunités de CO2 biogénique. Et il n'y aurait pas trop de problèmes techniques, parce que là, c'est du CO2 très concentré, on a déjà les technologies, il faut juste qu'il y ait une convergence d'intérêts entre le secteur industriel papeterie et le secteur industriel carburant durable. 2 à 3 millions de tonnes, ça veut dire la moitié du chemin, il nous reste l'autre moitié à franchir. Et là, il faut ces fameuses technologies de capture du CO2 dans l'air. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez souvent voir dans la littérature, parce que c'est assez débattu. Il y a quelque chose qui fait peur aux gens là-dedans, c'est qu'aller extraire dans l'atmosphère du CO2 alors qu'il y a 0,04% de concentration, on sent bien que ce n'est pas facile, que ça demande des grosses installations, etc. Pour autant, je prétends qu'il faut adresser ce sujet-là, il faut investir là-dessus. C'est indispensable pour le carburant durable, ça pourrait être aussi indispensable lorsque nos enfants voudront peut-être nettoyer un peu l'atmosphère. Donc, il faut développer ces technologies. Mais elles existent en pré-industriel, il y a des démonstrateurs industriels, ça peut se voir en Islande, fait par une société suisse, etc. Mais très honnêtement, la maturité technologique n'est pas là. Et je ne pense pas qu'on puisse extrapoler en échelle les solutions d'aujourd'hui. Donc c'est un des rares sujets, le seul sujet dans cette présentation où je dis qu'il faut revenir à l'étape de recherche. Et donc nous préconisons à l'Académie des technologies le fait qu'on développe en France. Alors pourquoi en France ? Parce que c'est une brique stratégique. Ne pas avoir cette brique-là, ça ne permettrait pas de faire un système industriel cohérent. Donc il faut développer en France une plateforme expérimentale avec une composante analytique qui permette de tester les matériaux. Il y a des tas de matériaux, je ne suis pas expert des matériaux, il y a les MOF, etc. Il faut pouvoir travailler sur ces matériaux, les tester, surtout acquérir les données de base par soi-même. On ne peut pas juste se contenter tout le temps de lire ce que font les autres, parce qu'on ne sait jamais trop les conditions expérimentales. Ça, c'est la plateforme analytique, et il faut la compléter par une plateforme procédé qui permette de faire intervenir les industriels pour petit à petit voir comment tout ça peut être agencé pour faire une industrialisation. Et on a le temps, puisque quand vous reprenez finalement toute la séquence, il faudra utiliser ça une fois qu'on aura besoin des carburants de synthèse et une fois qu'on sera proche de la saturation du CO2 biogénique qu'on peut collecter.
Donc très honnêtement, on a une quinzaine d'années pour développer ça. Et là, pour le coup, il faut se concentrer sur la recherche et le développement industriel. Alors, quand je parle de plateforme expérimentale, cela va sans dire, il faut qu'il y ait un écosystème de compétences autour de tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le CNRS, il y a l'IFPEN, il y a le CEA, enfin, on dispose d'un nombre de gens capables de travailler sur ces sujets-là qui sont déjà finalement disponibles. Il faut juste mettre un peu une impulsion dans cette affaire. Alors maintenant, il me reste à traiter le sujet le plus cornélien et en interaction avec les présentations de Marc, c'est la question de l'électricité qui, objectivement, fait peur à la plupart des décideurs. Alors, je reprends avec mes mots, mais des choses qui sont cohérentes avec ce que Marc nous dit, c'est que la décarbonation, c'est d'abord de l'électrification. Il y a à peu près un consensus qui dit, en gros, il faut doubler la quantité d'électricité produite. Alors, quand vous regardez les documents allemands, c'est plutôt 2,2 parce qu'ils sont très industrialisés. Et côté France, ce sera plutôt 1,8, et ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est parce qu'on n'est pas industrialisé à la hauteur peut-être qu'il faudrait. Donc, il faut faire ce facteur 2. Et à partir de là, on peut faire de la mécanique. On va s'éloigner des débats stériles, nucléaires, renouvelables, etc. Et juste, on fait de la mécanique. Si, d'ici les 25 ans, vous voulez doubler la quantité d'électricité, déjà, vous commencez par maintenir le nucléaire, mais une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pas l'augmenter, parce que c'est de l'énergie pilotable, et donc elle permet de se prémunir contre les affres de l'intermittence. Eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'aujourd'hui, nos réacteurs, ils ont 40 ans d'âge, en moyenne, et que dans les 20 ans qui viennent, ils vont avoir 60 puis 70 ans. Alors, un réacteur nucléaire, aux États-Unis, vous avez des réacteurs nucléaires autorisés pour 80 ans, mais il y a quelque chose de non raisonnable à ne pas investir sur le renouvellement des réacteurs nucléaires et juste compter sur le fait que ça y est, ça marche encore aujourd'hui, pourquoi ça ne marcherait pas demain? Non, la sûreté nucléaire, ça ne marche pas comme ça, et donc il faut vraiment un programme de renouvellement. Et pour vous donner un ordre d'idée de cette affaire, pour arriver à remplacer l'ensemble des réacteurs nucléaires avant 2070, pour qu'en moyenne, ils n'aillent pas trop au-delà de 70 ans de durée de vie, il faut à partir de 2035 un EPR par an mis en service. Donc, il s'agit de ne pas procrastiner. Et ça n'a rien à voir avec les carburants durables. C'est l'ossature énergétique de notre pays. Mais du coup, on ne peut pas décemment dire on va augmenter. Donc, s'il faut presque doubler et qu'on ne peut pas le faire avec du nucléaire, l'hydraulique, c'est pareil, c'est stabilisé. Ça veut dire qu'il faut augmenter la quantité de renouvelables, intermittents, éoliennes, solaires. Donc là, je me place dans une perspective plus long terme, 2050. Donc, ce n'est pas contradictoire avec ce que dit Marc. Mais à cette échéance-là, il faudra effectivement une augmentation significative du photovoltaïque. Et donc là, je vous donne quelques chiffres qu'on ne va pas commenter. Mais par rapport à la PPE, ce que je voyais, c'est que quasiment la PPE dit que c'est 2035. Là, moi, je parle de 2050 pour ces chiffres-là. Et la difficulté que je mets en rouge sur cette planche, qui a été portée par Marc, mais je voudrais insister là-dessus, c'est qu'on a un problème de cercle vicieux entre la demande et l'offre. Donc je vais peut-être un cran plus loin dans mon propos. C'est qu'il y a un problème d'œuf et de poule dans cette affaire. C'est que vous devez imaginer qu'investir sur l'électricité ou investir sur des carburants durables, c'est mettre quelques milliards d'euros sur la table et vous voulez, il faudra 10 ans pour faire le machin et vous voudrez qu'il soit amorti en une vingtaine d'années derrière. C'est le business plan habituel. Voilà. Donc ça veut dire que vous voulez une certitude sur les 20 à 30 ans qui viennent. Donc je suis un investisseur, je viens en France, je regarde les courbes d'électricité d'aujourd'hui, je dis mais moi je n'ai pas la place pour mettre mon investissement. Garantissez-moi que dans 20-30 ans, il y aura beaucoup plus d'électricité. Mais du point de vue du générateur d'électricité, lui, il dit, mais je veux bien investir, mais moi, j'ai besoin d'amortir mon système sur 20 ans. Garantissez-moi que dans 20 ans, j'aurai des clients. Et là, il y a un système d'attentisme réciproque qui bloque. Et donc, la question, c'est comment peut-on faire pour surmonter ce problème de cercle vicieux et faciliter l'émergence d'une demande qui elle-même s'adosse à une croissance de l'électricité. Comment fait-on pour finalement synchroniser les deux? À partir de ce moment-là, dans la présentation, je vais vous présenter quelque chose qui est une piste de réflexion. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré peut être débattu, mais c'est assez classique. À partir de là, je vais vous monter une idée finalement nouvelle, une piste de réflexion, pour justement fixer ce sujet-là et permettre la croissance de la demande de secteurs électro-intensifs flexibles. Alors, allons-y. Donc, c'est vraiment une idée qu'on va défricher ensemble. Voilà, ici, j'examine une trajectoire de la production d'électricité très modeste, parce que vous voyez qu'on démarre à 450 TWh aujourd'hui, ça c'est factuel, et je vous parlais de doublement, et on va monter un peu moins de 700, c'est-à-dire qu'on est loin du doublement.
Et là, on va regarder les excédents, mais non pas parce qu'on a trop investi, mais parce que mécaniquement, ce que je vous ai dit, c'est que l'accroissement de la consommation et de la production vient du fait qu'on rajoute des intermittents. Et quand vous voulez rajouter des intermittents, pour avoir un peu, vous devez rajouter beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que, compte tenu du facteur de charge, etc., vous devez installer beaucoup de gigawatts pour obtenir la quantité que vous avez besoin, c'est-à-dire la courbe bleue. Oui, mais sauf qu'à ce moment-là, il y a des moments où ça se met à trop produire. Et donc là, il y a quelque chose de mécanique. Et le titre, il y a le mot gisement, et c'est tout à fait le mot que je veux introduire, c'est que quand on voit ça, regardez, on démarre à 100 TWh, on n'est pas loin de 100 aujourd'hui, 2030 100 TWh, on n'est pas loin de 200 TWh en 2050, et l'exercice intellectuel qu'on peut se donner, c'est peut-on utiliser ça comme un gisement? Est-ce qu'il y a une manière astucieuse d'utiliser ça? Parce que si je réponds oui à ça, ça a beaucoup d'avantages, parce que c'est une énergie fatale. Alors certes, on peut imaginer exporter, etc., mais là aussi, ça mérite des discussions un peu longues, parce que dans le même temps, tout le monde fait pareil en Europe, et quand on a trop d'électricité chez nous, il y en a trop ailleurs. Donc, indépendamment de la taille des réseaux, il y a une limitation à ce qu'on peut exporter. Et puis, c'est pas stratégique, en fait. C'est une mine d'or d'avoir de l'électricité bas carbone. Ce qui est stratégique, ce n'est pas de l'exporter, c'est d'en faire quelque chose. C'est donc de développer de la demande. Donc, la question, c'est peut-on trouver un moyen de valoriser, non pas de valoriser tous les 200 TWh, mais de pomper dessus quelque chose dont on a besoin. Alors, cette courbe, elle est horriblement complexe, et elle est beaucoup plus complexe dans la réalité que ce qu'elle paraît ici. Alors, allons-y pas à pas. Cette courbe représente la différence entre la production bas carbone et la demande contrainte. Ce que j'appelle demande contrainte, c'est que quand chez vous, vous appuyez sur un interrupteur, l'électricité est là, il n'y a pas de discussion. Donc, la demande contrainte, c'est les applications, c'est nous, l'industrie, etc., pour laquelle l'offre doit être égale à la demande à la seconde près, chaque seconde. Donc, c'est la courbe bleue que je vous montrais tout à l'heure. Donc, je fais la différence entre ce qui est produit en bas carbone et cette demande contrainte. Lorsque la courbe est bleue, c'est que j'ai des excédents. Lorsque la courbe est rouge, c'est la même courbe, c'est que j'ai des déficits. Alors, quelque chose qui est frappant, il y a beaucoup plus de bleu que de rouge. J'ai oublié de dire, là, on regarde l'année 2050 et on regarde de janvier à décembre. Toujours la même chose, on prend les chroniques du passé, et on les extrapole, on les translate en 2050. Alors, je disais qu'il y a beaucoup plus de bleu que de rouge, c'est tout à fait normal, puisque tout est fait pour dimensionner le mix électrique de telle sorte que les moments de déficit soient minimales, soient le moins souvent possible, on soit en situation de déficit, parce que dans ce cas-là, le système électrique est en stress. Il faut faire intervenir des centrales à gaz, il faut faire intervenir des tas d'autres solutions pour arriver à faire que chez vous, de nouveau, quand vous appuyez sur l'interrupteur, il y a de l'électricité. Donc c'est tout à fait normal d'avoir beaucoup plus de bleu que de rouge. Deuxième question, c'est l'intensité de ces excédents. Alors, mesurer une intensité, il faut se donner une échelle. Là, on est en 2050, on est censé produire 675 TWh. La moyenne annuelle correspondant à ces 675 TWh, c'est 77 gigawatts. Donc en moyenne, on consomme 77 gigawatts en moyenne annuelle. Et bien là, vous voyez que les pics montent au-dessus de 77 gigawatts. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, du fait d'avoir dû augmenter les renouvelables intermittents pour pouvoir arriver à augmenter la consommation, on se retrouve dans une situation où les pics sont extrêmes. Donc on se dit, voilà, il faut faire quelque chose. 77 gigawatts, si on les efface, ça va coûter cher aux générateurs d'électricité. Et donc là, on va essayer de voir comment on peut utiliser ça. Alors, si je me place à un instant donné, moi je ne sais pas, le 1er novembre, à ce moment-là, peut-être que j'ai un pic qui monte très haut, mais une heure plus tard, il descend très bas. Les rampes sont de l'ordre de 100% par heure. Donc, je suis un industriel, je vois ça, non, je ne sais pas faire. Et donc, je vais vous proposer de lire ce diagramme différemment. Au lieu de se mettre sur l'axe horizontal et de regarder les pics qui vont et qui viennent, on va se mettre sur l'axe vertical, l'axe en gigawatts. Et on va se dire, finalement, si je veux collecter tout ça, il faut que je mette 77 gigawatts de moyenne collecte. Mais c'est déraisonnable. Alors, certes, je capte tous les excédents, mais personne ne pourra payer ça, parce que vos 77 gigawatts seront presque jamais alimentés à 100%, puisque vous voyez que les pics qui montent à 77 gigawatts sont sporadiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer, on va se dire, tiens, j'ai des moyens de collecte, des moyens finalement pour moissonner ces pics-là, et je vais diminuer la puissance. Et au fur et à mesure que je diminue cette puissance, je collecte de plus en plus de production. Alors, précisément, je collecte moins d'énergie, mais la densité des pics que je collecte est de plus en plus grande. Et si vous voyez le trait jaune
qui est très proche de l'axe horizontal, en fait, correspond à, je mets 7 gigawatts de moyens de collecte. Alors ici, on peut considérer que c'est des électrolyseurs, mais peu importe. Ça pourrait être la collecte par des pompes à chaleur qui alimentent des réseaux de chauffage des villes. C'est la même chose. Alors à ce moment-là, je me rends compte que je collecte 50 TWh d'électricité, et ça veut dire un cycle, un taux de charge de 80%. C'est des ratios en énergie, mais on peut le faire en temps, c'est plus facile à comprendre. C'est que mes 7 gigawatts d'électrolyseurs sont alimentés à 80% du temps. Pas tout à fait ça, c'est des ratios dans les gènes, mais c'est tout à fait la même chose. Et c'est pas mal, 80%, c'est pas 100%, mais c'est pas mal. Donc vous voyez qu'on arrive à un nouveau paradigme qui est de dire, plutôt que se faire peur des oscillations, je regarde finalement, je tourne ma vision de 90 degrés et je regarde quel facteur de charge aurait des moyens de collecte installés à une certaine puissance. Plus cette puissance est faible, plus leur facteur de charge va être important. Il ne pourra pas aller à 100% parce qu'il y a quand même des jours où il n'y a pas d'électricité en excédent. Mais on a gagné quelque chose de fantastique, parce que quand vous vous asseyez sur l'axe horizontal et que vous regardez les pics, vous êtes face à un truc aléatoire. Personne ne sait travailler avec ça. Et ce que je prétends, c'est que maintenant, on a quelque chose d'extrêmement robuste et stable. Pourquoi ? Parce que la notion qui consiste à dire j'installe des gigawatts et je sais prévoir le facteur de charge, c'est-à-dire la quantité de térawattheures que je collecte, est une notion moyenne annuelle. Vous remplacez un signal aléatoire, imprédictible, par quelque chose de robuste, parce que tout simplement, c'est une moyenne annuelle. Alors, je vais vous illustrer que c'est stable. Vous voyez que là, sur cette figure, on a un calcul 2050 basé sur des chroniques. Là, il s'avère que c'est les chroniques de 2019, mais peu importe. Et on a 50 térawattheures. Sur cette nouvelle figure, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la manière dont elle est construite, mais chaque point, chaque petit carré, c'est l'équivalent de la courbe précédente. Et vous en avez 100. C'est-à-dire qu'on a été chercher toutes les chroniques des 10 dernières années en profil de demande, toutes les chroniques en profil de production photovoltaïque éolienne. On a croisé tout ça sans se poser de questions, parce que le but, c'est de générer finalement de l'aléatoire. Et de fait, ce que l'on voit, ce que l'on veut tester, c'est la robustesse interannuelle. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle existe, parce que vous voyez, il y a un étalement sur une vingtaine de térawattheures. C'est important. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez que tous les points sont au-dessus de 50 térawattheures. Et la planche précédente, c'est le point le plus bas que vous voyez, c'est le 2019, bon, peu importe, mais 50 térawattheures, c'est un vrai gisement robuste. Alors, le 50, ne retenez pas 50 comme un chiffre magique, il est très dépendant de toutes les hypothèses, évidemment, que j'ai mis, mais par rapport à la question de la robustesse statistique, on a quelque chose là qui est robuste, qui peut être donc contractualisé. Et vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez votre instrument de flexibilité, parce qu'au fur et à mesure que vous augmentez votre production électrique, vous investissez dans des moyens de production électrique, vous générez de plus en plus d'excédents de production, dont une partie peut être contractualisée à chaque instant, sans avoir besoin de dire, ben voilà, j'installe un site de production d'1 million de tonnes de carburant durable, mais du coup, il faudrait que j'installe en même temps un réacteur nucléaire ou je ne sais pas combien d'éoliennes. Non. Là, en utilisant les excédents productifs, vous avez un moyen pour sortir en fait du cercle vicieux, parce que vous avez finalement un gisement dans lequel vous pouvez puiser et faire en sorte que la demande peut croître alors même que vous n'avez pas forcément déjà fait croître l'offre structurelle d'électricité. Alors, il reste à voir une question fondamentale dans tout ça. Est-ce qu'on sait travailler avec ça ? Parce que pour le moment, enfin, voilà, on fait des calculs, mais... Et là, je vais vous montrer qu'il y a une solution, mais extrêmement simple. D'ailleurs, je vais le faire avec les mains. Vous êtes chez vous et vous avez une offre de contractualisation de l'électricité qui vous dit, ben voilà, dites-nous le nombre de kilowattheures que vous voulez chez vous pour lequel vous avez une garantie absolue que l'électricité soit disponible à 100% du temps. Par exemple, pour vos moyens de cuisson, pour la recharge de vos écrans, pour toutes sortes, voilà, vous dites, ben moi j'ai besoin de 2 kilowatts, je ne descends jamais en dessous de ça. Et puis par ailleurs, vous avez des applications qui sont flexibles. Par exemple, le chauffage, il y a une inertie, vous pouvez vous admettre que voilà, pendant un certain moment, il n'y a pas d'électricité, il y a d'autres, ça chauffe. Vous avez d'autres applications, un certain nombre de machines à laver, je ne sais pas quoi. Et là, vous dites, ben, je vais prendre un complément de contrat avec une énergie, électricité, finalement, qui viendra quand il y en a. Voilà.
Mais évidemment, je ne veux pas me retrouver dans une situation où j'ai de l'électricité 10% du temps. Je veux qu'elle soit là significativement. C'est pour ça que j'avais pris le cas de 80%. Et à ce moment-là, avec ces deux contrats, vous pouvez jouer et vous minimiser votre coût de l'électricité, puisque bien évidemment, une électricité à disponibilité 80% ne peut pas valoir le même prix que l'électricité à 100% du temps. Alors maintenant, revenons à nos sites industriels, et il y a un minima de contraintes qu'imposeront tout industriel pour un grand site industriel, c'est que la puissance d'alimentation du site ne peut pas tomber à zéro. Ça, je pense que vous intuitez bien qu'il faut un minimum. Et là, je prends comme minimum, par exemple, 40%. Il faut l'éclairage, il faut la sécurité, il faut le command-control, et puis le procédé, un procédé du type chimique dans un réacteur de synthèse, il n'est pas question de le faire, de le ramener à zéro, de le démarrer, etc. Donc, le site exige d'avoir 40% de garantie de sa puissance nominale. Si j'ai un site d'1 gigawatt, je veux 0,4 gigawatt garantie, et donc je contractualise un contrat à électricité continue garantie. Mais j'ai une deuxième contrainte qui est moins évidente, c'est qu'il n'est pas question d'avoir mes machines qui subissent des rampes trop fortes. Je vous ai dit tout à l'heure, on a des rampes jusqu'à 100% par heure. Non, ça ne va pas, ça. Et on va se dire, on va prendre 10% par heure, ça pourrait être 5%, ça ne change pas le raisonnement. Et à ce moment-là, les deux contraintes que j'ai écrites en bleu là sont garanties par un contrat d'approvisionnement en électricité continue garantie, qui est tout à fait faisable en France, puisqu'on a un mix robuste. Et par contre, le fait d'avoir contractualisé que 40% comme ça veut dire que le reste pourra être alimenté par les excédents de productibles. Donc je prétends que ça marche au sens que finalement on ne gère que des contrats et de l'information, mais physiquement, évidemment, les électrons sont les mêmes. Alors quand on applique tout ça, revenons à notre 75 TWh électrique nécessaire pour les carburants durables. Eh bien, avec ce calcul, 40% de 75, ça fait 30. Pourquoi j'ai mis 32 ? Normalement, je ne suis pas à deux près, mais là c'était important de le mettre. C'est que les 2 TWh correspondent à la variation de la rampe qui doit être inférieure à 10% par heure. Alors, pour sentir ça, ça vaut le coup de regarder les figures du bas. Donc, en jaune-vert, c'est les excédents de productibles par rapport à la demande. C'est la figure précédente. Donc, vous voyez que c'est un signal horrible, quoi. Et en bleu foncé, vous avez finalement le mode de fonctionnement de l'installation. Donc vous voyez que là, c'est une installation, c'est des installations dont le cumul fait 11 gigawatts. Donc ça vous donne le trait supérieur. Vous voyez que ça ne redescend pas à zéro. Pourquoi ? Parce que c'est le mix électrique garantie continue qui prend le relais pour empêcher que ça tombe à zéro quand il n'y a plus d'excédent. Et pour comprendre l'histoire des rampes, il faut regarder le petit zoom qui est en bas à droite, où vous voyez la rampe très forte de décroissance des excédents de productibles, c'est-à-dire que le solaire éolien peut vraiment descendre très très vite, et votre système, lui, il est contraint par une rampe qui est à taux maximal de variation de 10% par heure, et vous voyez la courbe bleue qui se détache de la courbe jaune. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est alimenté par le mix électrique garantie continue. Et c'est au total, quand on calcule tout ça, ça fait seulement 2 TWh. Donc voilà, ça ne change pas beaucoup la figure. Une autre manière de lire tout cela, parce que c'est quand même assez compliqué, on raisonne en térawattheure, c'est le cumul annuel, c'est de regarder la flexibilité qu'offre votre installation. Or, pour une installation et un industriel, offrir de la flexibilité, c'est une source de revenus. Une autre manière finalement de voir le problème, c'est une vision un peu duale, l'autre revers de la pièce, c'est de dire l'industriel va vendre au réseau électrique un service de flexibilité parce qu'il va s'effacer progressivement quand il n'y a pas suffisamment de production bas carbone. Et là, le système qui est montré là, dans cette illustration, permet finalement d'avoir une flexibilité de 7 gigawatts, sachant qu'RTE, dans une de ses publications sur la flexibilité de la demande, disait qu'à l'horizon 2050, il faudrait une vingtaine de gigawatts de flexibilité. Donc vous voyez que là, par rapport à la préoccupation qui a été abordée par Marc d'inciter finalement à l'émergence d'une demande électro-intensive, on réunit plusieurs aspects positifs avec des sources de revenus potentiels et des gisements d'électricité disponibles sans stresser. Alors justement, la dernière planche avant la conclusion, c'est l'économie. Alors on ne va pas regarder le détail de tous ces chiffres, mais il suffit de jouer un jeu de rôle pour comprendre ce qui se passe. Imaginons qu'on ait un prix de référence de l'électricité à 70 € du mégawattheure. Imaginons que nous sommes un investisseur qui veut déployer un site de production de carburant durable.
Alors, moi, je veux bien rendre service au mix électrique, mais ça m'impose finalement des coûts, puisque lorsque mon usine produit moins, elle fait moins rentrer d'argent. Donc, ça veut dire, ou une manière équivalente de dire ça, si je veux une production annuelle de temps et que j'ai une électricité qui n'est pas disponible tout le temps, il faut que je surinvestisse, il faut que je surdimensionne mon site. Et tout ça, ça peut se calculer, ça peut s'objectiver par des calculs de valeur actualisée nette, etc. Et en fait, on voit que le point de neutralité, c'est-à-dire la diminution du prix de l'électricité, compense le surcoût lié à ma surinvestissement, c'est 60 € du mégawattheure. Donc, vous pouvez mettre tout le miel que vous voulez, vous n'attirerez pas des investisseurs si vous rentrez en discussion en disant « on vous fait un prix à 65 ». Ce n'est pas possible, puisqu'il ne couvre pas ces surcoûts. Donc, il va dire non, je prends à ce moment-là l'électricité à 70 € du mégawattheure et j'investis à minima, et puis tant pis. Donc, si vous voulez que tout ceci émerge, il faut avoir des contrats du type une électricité inférieure à 60 € du mégawattheure. Maintenant, on change de casquette et on se met du point de vue du gestionnaire de réseau, ou plutôt du producteur d'électricité. Lui, le bénéfice qu'il a, c'est que si ces clients électro-intensifs, flexibles, émergent, alors il vendra plus d'électricité bas carbone. C'est-à-dire qu'on effacera moins de renouvelables, on effacera moins de nucléaire, etc. Et il y a une autre économie qui est en fait le terme dominant, c'est que si vous faites ça, vous avez besoin de moins mettre de centrales à gaz qui compensent les périodes de déficit. C'est un peu plus compliqué, donc je ne rentre pas dans les détails. Mais quand on additionne tout cela, et vraiment on calcule le coin de table, il n'y a rien là-dedans de calcul, il n'y a pas de calcul sophistiqué, on arrive à une économie d'1,5 milliard par an. Pas mal. Et donc ça détermine la capacité de négociation des industriels générateurs d'électricité, parce que finalement, leur intérêt, c'est de faire émerger cette demande. Pour cela, il faut qu'il y ait un prix plus bas, mais pas un prix arbitrairement bas, parce qu'autrement, ils ont une marge de négociation qui est liée à l'économie que l'émergence de ces nouveaux industriels donne au système électrique. Et quand on fait ce calcul-là, on tombe sur 40 € du mégawattheure. Donc voilà, les chiffres sont arrondis volontairement, mais ça dit quelque chose d'important qui est en rouge, c'est qu'il existe une zone de convergence d'intérêts entre des industriels de la demande et des industriels électrogènes. Et ça, il n'y a pas souvent dans des problèmes, des situations gagnant-gagnant. Mais là, on a vraiment une situation gagnant-gagnante, parce que si vous mettez en gros le prix à 50 € du mégawattheure, l'industriel qui produit des électrocarburants gagne en compétitivité par rapport à ses concurrents internationaux, et le mix électrique fait des économies, ce qui veut dire un prix de l'électricité, pour tout le monde, plus faible. Voilà, donc sur le plan économique, ce concept-là fonctionne. Voilà, donc je ne vais pas plus loin, c'est vraiment une piste de réflexion à travailler, et je conclus sur cette planche en reprenant un petit peu une vision d'en haut. Et donc, je prétends qu'on peut trouver une trajectoire de production des carburants durables. Probablement, elle ira jamais assez vite et assez loin pour atteindre le zéro net carbone pour l'aviation maritime en 2050, mais c'est quelque chose qui mérite d'être fait parce qu'on a ce double objectif de décarbonation et de réindustrialisation en prenant l'objectif de développer une filière industrielle. Et pour développer une filière industrielle, il faut lui donner un petit peu des atouts. On a un premier atout qui est l'existence d'un mix électrique décarboné, que n'ont pas les autres pays. Et le deuxième atout, c'est que là, il peut y avoir une astuce pour minimiser le prix de l'électricité et rendre cette électricité disponible. Donc pour cela, il faut avoir un mix électrique robuste. Donc je ne reviens pas sur le fait qu'il faut renouveler la flotte de réacteurs nucléaires et en même temps investir sur le renouvelable, ce qui est, en fait, c'est ce que l'on veut, mais tout ça est un peu trop lent. Et je prétends qu'il y a un petit travail de market design, c'est un mot anglais savant, pour dire, et ça on le sait, il y a un problème dans l'électricité, c'est que l'irruption assez brutale des renouvelables intermittents fait que le marché de l'électricité, ces règles du jeu ne sont pas optimales aujourd'hui. Donc là, finalement, c'est une proposition d'instrument de marché de l'électricité qui reste à optimiser pour prendre en compte, pour rendre utilisables les excédents productibles. Et puis, il y a un dernier sujet par lequel je voulais conclure, que je n'ai pas traité, je l'ai à peine évoqué à un moment donné, c'est qu'il faut derrière tout ça des cadres réglementaires efficients. Ce n'est pas gagné, parce que, bon, je ne reviens pas sur la neutralité technologique, ça c'est le bon vieux débat nucléaire renouvelable en Europe qui est un peu insupportable, parce que c'est quelque chose qui doit s'améliorer. Mais il faut aussi se donner des obligations cohérentes en termes de cinétique.
À vouloir aller trop vite, trop loin, on décroche la plupart des investisseurs, même les citoyens. Donc il y a quelque chose de raisonnable à gérer. Mais le point le plus dur, et je termine par ça, c'est qu'il faut aussi une convergence internationale des règles du jeu. Et puisque le sujet, c'était le transport maritime et aérien, vous voyez qu'évidemment, forcément, la dimension internationale est importante. Donc il faut que les administrations et les États travaillent entre eux pour atteindre cet équilibre. Merci beaucoup pour votre attention.